Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui. Nous parlons du futur ou de la vision future des hommes politiques. Au Togo, nous intéressons à Innocent Kagbara qui a publié son livre Ma vision 2050, expérience malaisienne pour un patriotisme panafricaniste. Nous en parlons avec l'intéressé Innocent Kagbara, député et président du Parti démocratique panafricain PDP. Bonjour honorable et bienvenue. Oui, bonsoir. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons d'abord de votre tout dernier livre, Ma vision 2050, expérience malaisienne pour un patriotisme panafricaniste. Alors ce document fait suite à un autre que vous aviez déjà publié qui s'intitule Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce livre, mais vous êtes également le président du Parti démocratique panafricain PDP. Aujourd'hui, à la fin de cette année 2023, comment se porte votre parti? Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour éclairer nos concitoyens sur l'actualité nationale et internationale. D'abord, j'aimerais dire bonsoir le Togo et bonsoir l'Afrique. Le parti politique PDP se porte très bien. Comme je l'ai toujours dit, nous avons fini notre congrès, nous avons fait un maillage du territoire. Nous sommes en train de préparer nos candidatures et nous serons prêts pour aller aux élections. On aurait bien voulu que ces élections se passent en fin d'année 2023, mais bon, qu'à cela ne tienne. Ça sera en 2024, ça nous donne beaucoup plus de temps pour mieux nous organiser, et pour être véritablement une force qui pèse dans la balance, et nous allons jouer les premiers rôles lors de ces élections. C'est pour ça, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Nous sommes tranquilles, nous nous préparons, nous nous organisons pour offrir aux Togolais aussi une très belle campagne. Une campagne axée sur les idées. Axée sur les idées. Nous voulons faire une campagne axée sur les idées et c'est nous qui allons imposer le rythme à nos adversaires. Parce qu'eux, ils sont bien, ils sont au pouvoir, ils sont bien organisés. Nous allons leur imposer un rythme. Hein? On va pas faire une campagne qui ressemble aux autres campagnes, on va faire une campagne qui nous ressemble nous. Parce que nous aimons être nous-mêmes. Ok, 2024, ce n'est que dans quelques heures, ou oui. dans quelques jours, peut-être quelques mois pour ces élections. On attend de voir de quoi il sera question. Vous Tout parlez de vision, justement, votre vision. Vous l'avez exposé dans ce nouveau livre, Ma vision 2050, expérience malaisienne pour un patriotisme panafricaniste. C'est votre livre publié. Alors, pourquoi le choix de publier un nouveau livre ? Mais vous savez, nous, le PDP, la vie politique rime avec la vie intellectuelle. Nous ne pouvons pas faire la politique sans faire des propositions. Et à chaque fois que puisque nous avons mis en place un petit think tank qui réfléchit sur des questions d'actualité, actuellement, c'est le panafricanisme. Et il fallait mettre du contenu à ce panafricanisme, parce qu'il y a des gens qui nous taxent d'anti-occidentaux, anti-ci, anti-ça, alors que nous voulons simplement être nous-mêmes, cultivés par nous-mêmes, penser par nous-mêmes, être libres. Parce que nous avons eu les indépendances avec des attributs des indépendances sans réellement être indépendants. On nous a donné l'hymne, on nous a donné un petit territoire, on nous a donné un petit drapeau et puis on est content. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60? Rien ne s'est passé. Il y a beaucoup de pays, pour prendre une décision, on a besoin d'appeler d'autres personnes. Mais en quoi est-ce que vous êtes souverain? Il y a la question monétaire, mais sur la question monétaire, je suis très prudent. On peut garder ce qu'on a avec des améliorations, avec des discussions. Donc, nous voulons être juste nous-mêmes. Et l'occasion nous est donnée d'être nous-mêmes parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler sur le continent africain. Nous voulons saisir cette opportunité pour décliner notre vision sur 20-30 ans. Parce qu'une vision, c'est à moyen long terme. Une vision n'est pas à court terme. Mais vous pouvez avoir des objectifs à atteindre à très court terme, des objectifs à atteindre à moyen terme et des objectifs à atteindre à long terme. Donc, c'est notre vision d'ici 2050. Une vision dans laquelle, in fine, l'Afrique, nous ne considérons pas que l'Afrique, les pays que nous sommes des pays sous-développés. Nous sommes juste en retard. Le retard est lié à un certain nombre de facteurs conjoncturels, un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes. Et si nous arrivons à conjurer le sort, donc nous pouvons nous réveiller, nous pouvons rivaliser certains pays qui étaient au même niveau de développement que nous, comme la Malaisie. C'est pour ça que nous avons fait une comparaison avec la Malaisie pour dire que nous n'allons pas transposer le modèle malaisien, mais à force de volonté, à force de courage, à force de patriotisme, à force d'engagement, nous pouvons relever le défi d'ici 2050 pour que certains qui nous considèrent comme sous-développés, ça soit eux qui viennent ici chercher du boulot, mais nous, il n'y aura plus aucun Africain dans les bateaux pour aller chez eux. Ça sera terminé.
Et ça, c'est votre vision 2050, Tout à fait. juste dans quelques années, je vous rappelle. Tout à fait. Non, mais on va la construire à partir de maintenant, puisque nous sommes une génération, moi je le dis, nous avons un beau continent. Nous avons du potentiel. Nous avons du potentiel. On a un sous-sol qui regorge d'extrême richesse. On a une jeunesse riche. On a une jeunesse intellectuelle. On a une jeunesse engagée. On a une jeunesse responsable. Et nous sommes à une ère de la technologie. La technologie favorise un certain nombre de choses qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans. Donc les informations circulent vite. On peut trouver aussi des financements. Ce ne sont pas les mêmes institutions qui financent. On peut se faire financer ailleurs. Donc, nous devons saisir cette opportunité pour nous réaffirmer, pour réaffirmer l'identité noire. Et je l'ai toujours dit, nous avons une très belle peau. La race noire, c'est l'une des plus belles au monde. Il faut la célébrer, il faut la magnifier. Il faut expliquer aux gens que nous sommes dans un continent d'avenir. Les autres, c'est le passé déjà. Vous parlez de financement, mais on dit souvent que la main qui donne, c'est elle qui contrôle. Non. Comment voulez-vous aller chercher du financement? Non, sur le marché, c'est simple. Sur le marché, on n'a pas besoin de quémander. Sur quel marché? Mais sur le marché international. Les gens, ils doivent faire du business avec nous. Sinon, il y a le vieillissement de la population. Les jeunes sont formés, mais désœuvrés là-bas parce qu'il n'y a plus d'emploi. Mais ici, tout est à faire, tout est à refaire. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Tout est à faire et tout est à refaire. Donc c'est une opportunité, c'est un vaste marché où tout le monde veut venir, mais c'est à nous de définir nos conditions. C'est pas à eux de dire comment nous devons aller, notre marche vers le développement. Ce ne sont pas les autres qui doivent définir ça, mais c'est nous-mêmes. C'est pour ça que nous voulons mettre du contenu au thème du panafricanisme, qui peut être vraiment un élément catalyseur pour enclencher notre processus de développement. Le vrai, pas ce qu'on nous a imposé. Ce que nous devons faire par nous-mêmes et mettre l'accent sur la santé, sur l'éducation, sur les infrastructures et sur la bonne gouvernance. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons participé à un mini-sommet sur le panafricanisme à Abidjan et nos pères nous ont délégués de pouvoir faire la promotion du panafricanisme sur l'ensemble du continent. Nous avons été délégués. Donc, et la première des choses qu'il faut faire, c'est il faut créer un contenu. Et le contenu que nous avons proposé même à Abidjan, c'est de voir le panafricanisme comme un espace continental, industriel, intellectuel, scientifique, culturel, de réappropriation de notre identité, de célébration de l'africanisme que nous appelons les valeurs africaines, parce que nous ne pouvons pas nous développer sans nos valeurs endogènes. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Les Asiatiques, ils sont eux-mêmes. Et enfin, de la pratique de la bonne gouvernance. Voilà le contenu que nous mettons dans le panafricanisme. Nous ne sommes pas des anti-occidentaux. Nous allons travailler avec tout le monde, y compris les occidentaux. Mais c'est nous qui devons choisir nos plans de développement nous-mêmes. Notre agriculture nous-mêmes. L'industrialisation nous-mêmes. La culture nous-mêmes. Être juste nous-mêmes, mais ce nous-mêmes n'est contre personne. Alors, c'est ça votre redéfinition du panafricanisme? C'est ça notre définition du panafricanisme, puisque quand même, quoi qu'on dise, nous sommes des intellectuels. Donc, il faut créer du contenu. Ce n'est pas le panafricanisme de Kwame Nkrumah, de Marcus Garvey, de ceux qui nous ont précédés. C'est le nôtre. Nous devons nous réapproprier le panafricanisme et faire en sorte que ça puisse être un élément catalyseur, qui puisse enclencher un véritable processus de développement que nous devons dorénavant assumer avec des plans réalistes. Des plans réalistes basés sur l'éducation. C'est l'éducation la base. L'éducation, la citoyenneté, le patriotisme, les infrastructures et la santé. Quand vous faites ça, et avec une petite dose de numérique, de digitalisation de l'ensemble de nos services, vous êtes sur les rails. Maintenant, après, les gens vont venir négocier. Est-ce que vous vous imaginez? Ce que je suis en train de dire, ça se passe déjà dans certains pays africains comme l'Angola. En Angola, actuellement, c'est les Angolais. C'est pour ça que je dis, moi, je veux enrichir les Togolais. Il faut faire en sorte de créer une classe moyenne qui consomme. Il faut faire en sorte de créer des dragons, des champions nationaux. C'est ce que les Angolais ont fait après la guerre. Maintenant, est-ce que vous savez que c'est les Portugais qui vont en Angola pour chercher du boulot? Ils vont vendre leur expertise. Et les Angolais riches vont en vacances au Portugal. Ils ont des résidences secondaires au Portugal. Et c'est ce que je souhaite pour les Togolais d'ici 20 ans. Alors, vous parlez justement de l'Angola, mais votre document est basé sur une expérience malaisienne. Pourquoi ne pas peut-être s'inspirer du cas angolais, du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Rwanda? Il y a plein de pays africains qui ont quand même amorcé un certain développement, c'est vrai, à différents niveaux, mais qui peuvent quand même inspirer. Que nous avons cité, mais pourquoi? Parce que c'est l'histoire de
leur ancien premier ministre, Mounastir, qui nous a inspirés. Ce monsieur, il est venu, il a fait une rupture avec le passé. Parce que nous avons hérité d'un système de gouvernement partisan, d'une constitution partisane. Nous sommes même pour qu'on change cette constitution que nous avons héritée depuis 90. Toute initiative tendant à la changer, à remettre les valeurs africaines à la base, à remettre par exemple un ministre qui fait une faute ne doit pas engager la responsabilité de l'ensemble du gouvernement. Mais vous êtes député à l'Assemblée et votre mandature a justement apporté certaines modifications. Nous ne sommes pas majoritaires. Nous ne sommes pas majoritaires. Si j'étais majoritaire et si je pouvais avoir un gouvernement, je vais changer la constitution pour clarifier si nous sommes dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Parce que nous avons copié la France. Et nous devons être nous-mêmes. Nous devons stabiliser nos institutions. Il y a quelques institutions que nous allons retoucher. Et surtout, fondamentalement, nous allons arrimer les mandats pour que nous puissions aller aux élections générales. Nous devons aller aux élections générales pour faire des économies. Chaque élection nous coûte entre 15-20 milliards. Mais combien d'universités nous n'allons pas construire? Combien d'hôpitaux? Combien de centres médico-sociaux? Donc, il faut faire en sorte d'avoir une réforme constitutionnelle qui nous permette de pouvoir avoir les mêmes mandats pour les 4 élections et avoir des élections comme en RDC d'ici peut-être 2 ou 3 ans, 4 ans. Donc, nous devons le faire. Et maintenant, pourquoi la Malaisie? Le Rwanda peut être un exemple. Le Maroc peut être un exemple. Botswana, l'Angola. Donc, il y a des exemples en Afrique. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons une histoire similaire à l'Asie. Si l'Asie a pu le faire, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Dans les années 1960, les Émirats arabes, Singapour, la Malaisie, ils avaient le même niveau de développement que nous. Même certains pays comme le Gabon dépassaient ces pays-là. 60 ans après, vous voyez la différence. C'est juste pour dire que nous n'allons pas transposer le modèle malaisien en Afrique, mais nous pouvons le faire comme ces gens-là l'ont fait. Donc, il faut de l'intégrité. Ce que nous n'avons pas dans beaucoup de nos pays. Il faut de l'intégrité. Donc, après l'intégrité, il faut un triptyque. 3, parce que nous aimons les trilogies. Première chose, il faut de la vision. Il faut une vision. Une vision, c'est pas, vous êtes, oui, des fois vous êtes bien élu, vous êtes au pouvoir, mais il suffit pas de construire quelques hôpitaux, un aéroport, et puis vous dites que vous avez fait un bon mandat. Non. Vous devez avoir une vision sur 20-30 ans. Même si vous avez à chaque époque, un homme. À chaque époque, un homme. Mais il y a toujours un qui est le bâtisseur, qui est le fondateur, et les autres suivent. Donc, vous venez, vous faites une certaine transformation, et les autres vont suivre. Alors, qu'est-ce qui manque au Togo actuellement? C'est le bâtisseur ou ceux qui doivent suivre? Non, nous devons faire une réflexion collective qui nous permette de dire qu'est-ce que nous voulons laisser à nos générations. Et c'est pour ça que nous avons écrit ce livre. Et comme je l'ai dit, il y a 3 choses qui rentrent en ligne de compte. 1, la vision. Vision, il faut avoir véritablement une vision, déclinée sur un certain nombre d'années. La volonté. Il faut avoir la volonté de faire changer les choses. Nous héritons d'un système partisan dans un certain nombre de pays que nous n'allons pas citer d'ailleurs. Il y a des gens qui ont hérité du pouvoir parce qu'ils étaient opposants, mais quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que le régime tel qu'il est organisé et la gouvernance, ça les arrange. Ils n'ont rien changé. Et dans tous ces pays, ils font tout pour gagner les élections, c'est tout. Ils font tout juste pour gagner les élections. Et donc, volonté. Et enfin, valeur. Valeur africaine. Basée sur l'intégrité, basée sur l'exemple, basé sur la récompense pour ceux qui font bien et basé sur véritablement punir ceux qui volent les deniers publics. Parce que ceux qui volent les deniers publics, c'est des criminels. Alors, cette vision de l'expérience malaisienne, vous la retracez dans plusieurs aspects. Nous allons aborder les 3 principaux, les aspects économiques, les aspects politiques et les aspects culturels. Qu'est-ce que la Malaisie nous apprend à travers son expérience? L'expérience politique, c'est la réforme de la Constitution, comme je le dis. Il faut qu'une Constitution qui nous ressemble. Pas une Constitution où un juriste français, même s'il est bon, c'est bon, il est bon pour les Français, pas forcément pour nous. Nous avons des juristes ici. On le fait venir, il travaille, et après, non. Il nous faut une Constitution. C'est le fait qu'il soit français qui pose problème? Non, ça ne me pose aucun problème. On peut prendre n'importe quel spécialiste du monde. Mais il nous faut des constitutionnalistes africains et qu'on puisse adapter le régime à nos réalités. Voilà, ça c'est un. Deuxième chose, sur le plan économique, nous avons des similitudes. Nous devons commencer par faire une micro-industrialisation. Et vous allez voir dans la loi de finances, nous voulons enclencher le processus d'industrialisation. Normalement, nous ne devons pas sortir nos matières premières. Des pays qui continuent pas à sortir leurs matières premières, nous devons nous donner une date butoir, un moratoire jusqu'en 2030. Aucun pays ne doit accepter de sortir ses matières premières. Vous devez créer des industries, aller négocier des partenariats pour créer ces industries. Et même dans le livre, je le parle. L'Afrique de l'industrialisation, l'Afrique de la défense. Pourquoi est-ce que nos pays sont fragilisés? Les gens veulent faire des interventions en Afrique. Est-ce qu'ils arrivent à faire ces interventions-là dans les pays du Golfe?
Est-ce qu'ils arrivent à faire ces interventions sur d'autres continents? Mais pourquoi c'est ici? C'est parce que nous n'avons pas une Afrique de défense. Si on a une Afrique de défense, nous pouvons nous défendre. Industrie, pareil. Les produits sont déversés ici. On nous oblige à signer des conventions pour dire que libre circulation des personnes et des biens, ça c'est bien pour notre zone. Mais quand vous êtes petit, il faut combattre dans votre catégorie. On ouvre seulement les frontières alors que nous ne pouvons pas compétir avec des gens. Donc il faut repenser. La Malaisie, un certain nombre de pays, Singapour, tout ça là, Malaisie, Singapour, c'est basé par exemple le Togo. C'est un pays de service. On n'a pas beaucoup, bon, peut-être qu'il y aura des découvertes un peu dans le futur, mais on n'a pas beaucoup de matières premières. Donc nous devons baser notre économie sur la transformation de ce que nous avons. Déjà le phosphate, en faisant une usine ici, hein, ça nous permet d'avoir des engrais moins cher et vendre dans la sous-région. Et ça, c'est déjà dans la vision du gouvernement, ça fait de route, ça fait un peu de... Mais s'ils ne le font pas, nous, on va le faire. Ok. S'ils ne le font pas, nous, on va le faire. Alors, le Nigeria à côté, on ne peut pas avoir le Nigeria sans avoir une raffinerie qui nous permet d'avoir des produits moins chers dans toute la zone. On ne peut pas avoir le Ghana sans avoir des produits basés sur le café, cacao et l'or. On ne peut pas avoir la Côte d'Ivoire sans avoir une usine qui fait du chocolat. Ce n'est pas possible. On peut pas continuer comme ça et parler de développement. Donc voilà un peu sur le plan culturel. Nous devons être nous-mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que je porte, ça me sied et que je suis beau? Cela vous va très bien. Ben alors, donc nous devons être fiers de notre identité et nous voulons vendre. C'est pour ça que nous sommes en train de créer une école de coaching panafricain où nous allons passer dans l'ensemble des pays pour célébrer le noir, pour dire que nous sommes fiers d'être noirs et nous allons révolutionner le monde. D'ici 20-30 ans, on parlera de nous en exemple et les autres vont nous suivre. Voilà. Alors, Innocent Kagbara, comme je le disais, vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du Parti démocratique panafricain. Nous allons revenir sur l'actualité africaine ou l'actualité nationale avant de terminer cet entretien. Cette année, il y a de cela une semaine, vous aviez voté le budget de l'État S6 2024 qui s'élève à 2179,1 milliards de francs CFA, un budget à hausse de 10,3% par rapport au budget de l'année 2023 et aussi où vous y consacrez une grande partie de ce budget aux secteurs sociaux. Parlez-nous un peu de ce budget. Non, mais le budget traduit la vision du gouvernement et de l'Assemblée nationale à doter le pays des institutions stables, donner les moyens pour que ces institutions, l'ensemble du gouvernement puisse fonctionner. Et c'est pour ça que nous avons consacré plus de 600 milliards aux secteurs vitaux, les secteurs sociaux, afin que nous puissions, parce que nos priorités actuellement, tout le monde les connaît, hein, il y en a 3. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a les secteurs sociaux et puis il y a l'organisation des élections. Donc quand vous prenez la loi de finances 2024, il y a une hausse de 10,3 par rapport à la loi de finances rectificative de l'année passée et pour la première fois, nous avons dépassé le cap de 2000 milliards. Nous sommes à 2119 milliards, ce qui traduit notre volonté de donner les ressources, les moyens à l'État afin de pouvoir satisfaire un certain nombre de secteurs qui sont en souffrance. Santé, éducation. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui seront remis en état. Par exemple, le CHR de Kara et le CHU Campus de Lomé. Et il y a l'université de Dacha qui sera construite, l'université de Kara aussi qui aura un budget pour accélérer la construction puisque lui il y avait déjà quelque chose qui était entamé. Donc, et nous allons donner aussi les moyens à nos forces de sécurité de défense pour pouvoir sécuriser parce que un pays où il n'y a pas la sécurité, vous ne pouvez pas parler de développement. Et il y a un certain nombre de filets sociaux. Donc voilà, il y a des fonds qui se sont créés, par exemple, au niveau de l'éducation, professionnalisation du sport, avec un fonds qui permet de pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir moderniser et professionnaliser notre sport. Donc voilà un peu ce que nous avons fait, améliorer un peu ce que le gouvernement a apporté à l'Assemblée nationale pour que les Togolais puissent... C'est vrai que c'est difficile avec la vie chère, mais je crois que ce projet, qui n'est plus un projet qui est un budget voté, traduit quand même notre engagement de donner les moyens au gouvernement pour pouvoir satisfaire les besoins de nos populations. Alors vous parlez aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de filets sociaux, pensez-vous, parce que dans chaque loi des finances ou depuis quelques années quand même, le secteur social est mis en avant, mais pensez-vous qu'on ressent cette valeur que vous dites accorder au secteur social au Togo? Il est difficile de ressentir ça quand vous prenez un peu la cherté de la vie, la rareté d'un certain nombre de produits que nous importons, avec le coût du fret, du carburant, la distance.
de le ressentir, mais je vous assure, quand vous voyez les budgets d'année en année, il y a quand même une certaine hausse considérable, parce que nous venons de très loin. En 2005, nous avions un budget à peine de 200 millions, 200 milliards. Là, nous sommes à plus de 2000 milliards, et l'année passée, nous n'avons pas franchi le cap de 2000 milliards. Donc vous voyez quand même qu'il y a une certaine amélioration de la loi de finances, une certaine réorganisation. Parce que le gros problème de nos pays africains, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, c'est pas une question de moyens. C'est une question d'organisation. Après, c'est une question d'hommes. Quand vous organisez bien, vous mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, vous pouvez facilement avoir le résultat. Donc nous commençons par engranger un peu les résultats des différentes réformes qui ont été mises en place. Mais comme nous le disons, s'ils ne le font pas, nous on va le faire parce que nous on va accélérer. Nous on va accélérer. Parce qu'il faut faire rêver le Togolais. Il faut faire rêver le Togolais pour qu'il ne parte plus ailleurs. Il faut lui montrer que ici c'est mieux qu'ailleurs. Et ça, c'est à travers beaucoup de choses, comme je l'ai dit, la vision, la volonté et les valeurs. Et c'est ce que nous incarnons. Ce budget A6 2024 prend aussi en compte les échéances électorales. Les élections sont annoncées pour l'année 2024. Oui, un couplage des élections en mars, mais on ne connaît pas encore la date, mais comme je le dis, tout parti politique responsable doit pouvoir s'organiser pour aller aux élections, et nous sommes prêts. La question du découpage électoral fait aujourd'hui l'objet de discussions au cadre permanent de concertation. Quelle est votre vision de cette affaire des découpages? On en parle depuis plusieurs années, mais finalement, ça fait l'objet de discussions entre vous, hommes politiques. Oui, le découpage, ça a été évoqué dans le cadre permanent de concertation. Je tiens même à saluer l'initiative de ce cadre-là qui permet aux Togolais de se parler. Et comme je l'ai dit, les Togolais savent se parler, malgré tout ce qu'on peut dire. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis sur la question. Si c'est 91, moi, ça me convient. Si c'est 117, ça me convient. Mais de 91 à 117, il y a juste une question budgétaire. Ça, c'est un. Deuxième chose. Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que véritablement les gens ont fait? Pour le moment, ce n'est qu'une proposition. Bon, on va voir. Ça n'a qu'à faire son chemin et puis on verra quelle est la décision. De toutes les façons, tout se jouera au niveau du Parlement. Parce que le cadre de concertation entre acteurs politiques n'est qu'un cadre qui donne des avis. Et le tout revient au gouvernement, à l'Assemblée nationale de voter. Donc, ok, on verra bien, mais nous, 117 ou 91, ça nous convient. Nous sommes en train de nous préparer pour avoir une position très confortable au prochain Parlement. Et comme nous l'avons dit, nous aurons au minimum 10 députés. Et si c'est encore 117, nous allons revoir nos ambitions à la hausse pour aller jusqu'à 15. Alors, le découpage, ça ne concerne pas que seulement le nombre de députés, mais c'est leur distribution aussi sur le territoire national. Actuellement, ce qui fait essentiellement problème, c'est le dispatching des députés par zone, par circonscription électorale. Est-ce que vous avez un problème avec cela? Fondamentalement, nous n'avons pas de problème. Comme je vous ai dit, nous sommes un parti national, nous voulons gagner dans toutes les régions. Nous n'allons pas dire que cette région est favorable au parti au pouvoir, cette région est favorable à l'opposition. Nous ne sommes pas dans ce débat. Donc nous nous organisons à mettre nos candidats sur l'ensemble du territoire, avoir un bon score. Donc pour le moment, on attend de voir, oui, 117, est-ce que c'est la commune ou bien est-ce que c'est la préfecture qui sera la circonscription et comment ça sera réparti? On n'a pas encore une idée. Mais pour le moment, nous, on s'apprête, on se prépare pour faire un score honorable. Avant de vous laisser partir, Innocent Kabara, je voudrais que vous réagissiez sur une autre actualité, c'est celle des incendies qui ont refait surface. La dernière en date, ou du moins celle qui retient plus l'attention, c'est l'incendie au marché à Goyassié. Oui, même nous étions ce matin au marché pour faire un don symbolique. Nous tenons à saluer aussi le don du chef de l'État et nous demandons à l'ensemble de nos compatriotes, même si c'est 20 000, même si c'est 50 000, de se mobiliser pour soutenir nos mamans pendant cette période difficile. Et il n'est pas du tout acceptable que les marchés continuent pas à brûler sans qu'on ne sache qui brûle les marchés, sans qu'on ouvre des enquêtes. On ne connaît pas la conclusion de ces enquêtes, ce n'est pas du tout acceptable. Nous devons nous prendre au sérieux pour que nous puissions prendre toutes les dispositions idoines pour qu'aucun marché dans le futur ne brûle. Moi, je pensais que ça faisait partie du passé. Nous étions véritablement surpris. On doit équiper les sapeurs-pompiers, on doit avoir des bouches d'eau à côté de ces marchés-là. On doit construire et même reconstruire l'ensemble de ces marchés. Pas plus loin que chez des voisins, on a reconstruit l'ensemble des marchés de la capitale, des marchés modernes. Nous aussi, on peut le faire au Togo.
Alors, Innocent Cabrera, nous arrivons à la fin de cet entretien. Ma vision 2050, expérience malaisienne pour un patriotisme panafricaniste, c'est votre livre. Alors, que faut-il retenir pour l'essentiel de ce nouveau document que vous venez de publier? Juste que nous voulons, en tant qu'Africains, être nous-mêmes, nous réapproprier notre histoire, trouver un contenu au panafricanisme qui n'est contre personne, nous ne sommes contre personne, nous voulons simplement être nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, prendre nos décisions par nous-mêmes, avoir notre plan de développement par nous-mêmes, faire une Afrique industrielle, une Afrique de partage où il y aura véritablement la libre circulation des personnes et des biens à travers la trilogie vision, véritable vision, valeur et volonté. Voilà à travers ces 3 V que nous allons reconstruire notre Afrique pour qu'aucun Africain ne puisse prendre encore des bateaux pour aller quelque part, mais que ce soit eux qui viennent participer au rêve africain, parce que ça sera un rêve togolais africain que nous allons construire. Alors, comment voyez-vous le Togo peut-être en 2050, vous? Un beau pays où il y aura notre impact, ou peut-être qu'on aura déjà fait 2 mandats, on serait déjà parti, ou beaucoup viendront ici pour chercher du boulot, parce qu'il fera beau vivre dans ce pays. Merci beaucoup à vous, Innocent Cabrera. Vous êtes député et président du Parti démocratique panafricain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité, le dernier de cette année 2023. À tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World, et ce sera d'un regard croisé.